Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous venons donc à la 16e application qui est la dernière de la série des applications concernant la dynamique des structures. Dans cette application, on va essayer de voir le calcul dynamique d'un exemple plus ou moins complet en utilisant les règles parasmiques algériennes et surtout en utilisant la méthode statique équivalente. On va rester sur la version 2003 de CRP. Donc, l'objectif de cette application est de calculer les efforts dynamiques induits par un séisme et répartis sur tous les degrés de liberté, surtout répartis sur tous les portiques d'une structure à trois dimensions. En utilisant la méthode statique équivalente des règles RPA 99 version 2003, bien sûr, on va essayer de voir un petit peu la procédure concernant la répartition des efforts dynamiques, que ce soit horizontalement ou bien verticalement. Donc là, on a une structure à 4 travées dans le sens des X, le sens longitudinal, et 2 travées dans le sens des Y, avec des portiques donc plus ou moins symétriques, si vous voulez, pour simplifier un petit peu l'étude. Sinon, donc la procédure est la même pour n'importe quel nombre de portiques et quels que soient donc les types de portiques. C'est c'est une structure à trois niveaux, c'est-à-dire 3 degrés de liberté, qu'on va essayer de l'étudier en utilisant le RPA version 2003, c'est-à-dire la méthode statique équivalente de CRP. La structure sera construite dans une zone sismique où le coefficient d'accélération est égal à 0,15, le coefficient de comportement R5 et le facteur de qualité 1,20. Je ne vais pas détailler donc comment on a obtenu ça. Il suffit donc de revenir à la zone où cette construction sera calculée et vous revenez donc au RPA pour définir ces coefficients à partir des hypothèses que vous allez prendre. Le coefficient d'amplification dynamique dT, on va le prendre de celui du RPA, donc, qui nous donne cette variation donc, de T par rapport à la période grand T pour quatre types de sols. On va s'intéresser au sol S2, donc, c'est-à-dire les sols fermes. Et donc, dans tout ça, on va essayer d'utiliser la méthode statique équivalente pour définir et calculer les différentes sollicitations qui vont être utilisées dans le calcul des dimensionnements de ces poteaux et poutres donc en béton. Voilà, donc ça c'est des coupes donc en élévation. Vous avez toutes les données ici donc concernant la géométrie. Par exemple, ce poteau de 30 par 30, ces poutres de 20 par 50, ces poutres de 30 par 60 pour le portique B, ces poutres de 30 par 40 pour le portique C, et ainsi de suite. Donc, on aura besoin de ces dimensions pour définir donc les rigidités, si vous voulez, de ces portiques-là. Bien sûr, on a choisi le sens des degrés de liberté U1, U2 et 3. Donc, on va travailler avec un système à 3 degrés de liberté, en faisant attention que les nœuds sont, les masses sont concentrées au niveau des planchers. Donc, ça, c'est des poids. On peut les diviser par J pour obtenir les masses qu'on cherche par la suite. Donc, là, c'est les données qu'on aura besoin dans la résolution. Donc, la première des choses, on essaie donc de déterminer les rigidités afin de répartir les efforts. Et pour cela, donc, on aura besoin de ces rigidités parce que les efforts en général seront répartis par rapport à la rigidité des portiques. D'accord? Pour la première fois, on essaye d'utiliser une méthode plus ou moins exacte pour le calcul de rigidité. Vous vous rappelez donc qu'on a l'habitude de prendre une valeur de rigidité un peu simplifiée. Si le poteau donc est vraiment de ce type encastré libre, on a l'habitude de prendre donc une rigidité K est égale à 12 EI sur L au cube ou bien sur H au cube, c'est-à-dire un seul terme de la rigidité qui correspond au degré de liberté horizontale du niveau donc considéré. Donc ça, c'est vraiment une simplification parce qu'on ne tient pas compte des autres rigidités. Dans cet exemple-là, on va essayer de voir donc une méthode plus ou moins exacte qui permet de calculer la rigidité complète d'un élément et puis on va aller assembler toutes les rigidités élémentaires pour obtenir la rigidité complète de la structure, mais on va s'intéresser qu'au degré de liberté qui nous intéresse. Donc, ce qu'on appelle par principe de condensation des degrés de liberté, on va retenir que la rigidité qui correspond à nos degrés de liberté. Toutefois, donc, on reste dans nos hypothèses classiques où le plancher est très rigide, la masse est concentrée sur chaque plancher, et ainsi de suite. Donc, on est habitué maintenant à ce type d'hypothèse. Voilà, donc, partant d'un élément plan, un élément donc poutre plan,
il a deux nœuds, nœud I, nœud J. Chaque nœud a 3 degrés de liberté, donc un degré axial, un degré perpendiculaire et un degré rotationnel, donc U, V et θ. Donc, pour chaque nœud, c'est-à-dire que si je calcule sa matrice de rigidité élémentaire, ça va me donner une matrice 6 par 6 de ce type, où, par exemple, EA sur L correspond à l'effort axial, 12 EI sur L3 à l'effort tranchant, 4 EI sur L au moment fléchissant, par exemple. Donc, c'est des termes qui reviennent parce que ce sont des rigidités qui correspondent exactement au degré de liberté I qui est axial, V qui est beaucoup plus effort tranchant, donc c'est le degré de liberté de l'effort tranchant, et θ, c'est le degré de liberté de rotation. Donc, vous voyez, on a l'habitude de prendre uniquement le 12 EI sur L3. Et on a tendance à oublier tous les autres degrés de liberté qui peuvent intervenir dans le calcul d'une structure en éléments poutres. D'accord? Donc, dans cette application, on va quand même tenir compte de tous ces degrés de liberté. Donc, pour l'élément, chaque élément aura une matrice de ce type. Et puis, on va assembler ces matrices-là et on va retenir que les degrés de liberté qui nous intéressent. Donc, c'est-à-dire de tous les degrés de liberté qui vont contribuer à la construction de la matrice globale, on va retenir que les degrés de liberté donc, qui nous intéressent, c'est-à-dire les degrés de liberté dynamiques dans cette structure-là. Donc, vous voyez que ça, c'est un élément, ça, c'est un élément, ça, c'est un élément. Donc, supposons que mon portique qui était à 3 degrés de liberté donc, devient un portique à 3 éléments. Je peux dire ça, c'est le nœud 0, ça, c'est le nœud 1, ça, c'est le nœud 2 et ça, c'est le nœud 3. Donc, je vais attribuer cette matrice-là pour chaque valeur de I et J de l'élément. Entre 0 et 1, donc c'est le premier élément. Entre 1 et 2, c'est le deuxième élément. Entre 2 et 3, c'est le troisième élément. Donc, si j'ai 3 matrices de ce type, je vais ce qu'on appelle assembler. Les gens qui font un peu la méthode des éléments finis connaissent un petit peu ces termes-là. Donc, on assemble toutes les matrices élémentaires pour obtenir une matrice de toute la structure, c'est-à-dire de cette structure-là complète. Bien sûr, cette structure-là, elle a 3 degrés de liberté ici qui sont bloqués. Elle a 3 degrés de liberté ici, 3 degrés de liberté ici et 3 degrés de liberté ici. Ce qui veut dire qu'on va obtenir une matrice de 9 par 9, mais de toutes ces matrices 9 par 9, les valeurs des degrés de liberté autres que U1, U2 et 3 ne nous intéressent pas. Ce qui veut dire que je vais arranger ma matrice KS sous la forme, donc, ceci, en bas, ça va être U1, U2 et U3. Donc, tous les termes qui correspondent à U1, U2 et U3. D'accord? Et les autres, donc là, vous allez trouver les V1, les V2, les V3, θ1, θ2 et θ3 qui nous intéressent. Donc là, vraiment, c'est des termes qui vont être beaucoup plus condensés pour qu'on puisse tirer ce qui nous rapporte U1, U2, U3. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Le E1 qui est ici, ce n'est pas le même E1 qui est ici. Il faut faire vraiment attention. Le E1 qui est ici, c'est un E qui correspond, j'ai dit, à l'effet axial. Donc, c'est beaucoup plus cet effet axial. Alors que le U1 qui est ici, c'est beaucoup plus un effet tranchant. Donc, le E ici, si vous voulez, il correspond à peu près au V de celui-là. Donc là, c'est juste pour faire attention, pour ne pas confondre. Mais nous préférons garder les E ici pour marquer que c'est des degrés de liberté dynamiques. Donc, bien sûr, après plusieurs transformations de cette matrice-là, ce qui nous intéresse donc, c'est condenser et garder uniquement cette structure 3 par 3. Donc, ça me donne une matrice condensée qui est beaucoup plus liée maintenant à ce U1, U2 et U3 qui sont ces U. D'accord? Donc, on obtient une matrice. Et là, donc, vous voyez que si je prends, là, par exemple, le portique, celui-là qui est le portique A, donc il devient comme celui-là, et je peux donc calculer sa matrice facilement condensée, sachant que ceci va être égal à tout ceci. Donc, je répète, ceci est le résultat de l'assemblage exactement de 3 matrices. Une matrice ici, une matrice ici, une matrice ici. Donc, une matrice 6 par 6, une matrice 6 par 6 et une matrice 6 par 6. D'accord? Et puis, comme j'ai 3 nœuds, et chaque nœud, c'est 3 degrés de liberté, donc normalement, la matrice globale de ceci sera une matrice de 9 par 9. La matrice 9 par 9, on va la réarranger et retenir que la matrice qui correspond à U1, U2 et U3, d'accord, qui me donne 3 par 3.
D'accord? Donc, la même chose pour le portique B et la même chose pour le portique C, donc, ce qui m'intéresse. Donc là, ces trois portiques vont être utiles pour déterminer la rigidité de ceci ou bien la rigidité de ceci. Ça, c'est très important parce que j'en ai besoin d'une rigidité longitudinale et d'une rigidité transversale pour que je puisse répartir par la suite. Donc, à partir de ça, vous voyez que transversalement, donc, la rigidité sera 2 fois A. Donc, j'ai 2A. Pourquoi? Parce que ça, c'est A et ça, c'est A. Mais ça, c'est B et ça, c'est B et ça, c'est B. Donc, A1, A2 sont différents de B1, B2, B3. Par contre, C1, C2, C3 sont les mêmes. Les dimensions sont les mêmes. Donc, si vous revenez aux données initiales, vous allez voir que, par exemple, donc, le C, c'est les mêmes poteaux, d'accord? Pardon, le C, c'est les mêmes poteaux ici parce que c'est A1 et A2. Et quand vous venez à B1, B2 et P3, donc les sections des poteaux changent. D'accord? Par contre, donc, ici, c'est le C, C1, C2, C3, donc les sections des poteaux sont les mêmes. Donc là, je reviens et je dis que je peux assembler maintenant suivant les portiques et j'aurai transversalement donc deux fois A, 1, 2, plus 3 fois B. Et puis dans l'autre sens, j'aurai 1, 2, 3 fois C. Et là, j'aurai donc une direction transversale et une direction longitudinale qui va me donner donc la rigidité globale dans ces deux directions qui va m'intéresser. Je répète, ces rigidités correspondent toujours à U1, U2 et U3. D'accord? Donc, avec la rigidité, j'ai besoin de la masse. La même chose. La masse que vous prenez dans la direction longitudinale ou dans la direction transversale, vous allez trouver la même chose. Donc, même si vous faites 2 fois la masse de A plus 3 fois la masse de B ou bien 3 fois la masse de C, vous trouverez donc cette masse. N'oublions pas qu'on a donné des kilonewtons, donc c'est des poids. Il faut les diviser par 9,81 pour obtenir la masse et on aura la matrice masse. D'accord? Donc, bien sûr, la matrice masse avec la matrice rigidité va nous permettre de calculer valeur et vecteur propre ou bien les pulsations et mode propre de vibration. Donc, je vous laisse le soin de résoudre ceci et on obtient donc les trois pulsations propres transversalement et les trois périodes propres transversalement avec les modes propres transversales et la même chose pour longitudinal, les trois pulsations propres longitudinales, les trois périodes propres longitudinales et puis les vecteurs propres longitudinaux. Bien sûr, le longitudinal vient d'ici parce que le K change de valeur entre longitudinal et transversal. La masse reste la même, mais si K change, donc les périodes changent. Ce qui nous intéresse donc, c'est la période fondamentale transversale et la période fondamentale longitudinale. C'est ça qui nous intéresse. Bon, maintenant, si vous voulez faire de l'analyse spectrale, vous aurez besoin de ceci. Mais si vous allez faire beaucoup plus de la méthode statique équivalente, ceci n'est pas nécessaire parce que vous avez vu que dans la méthode statique équivalente, on n'a pas besoin de vecteurs propres, si vous voulez. Donc là, je commence ma méthode statique équivalente, donc le RPA, qui préconise que la force sismique totale à la base V est proportionnelle donc, au poids total de la structure W par l'intermédiaire de certaines constantes A, D, Q et R. A, c'est le coefficient de zone, D, c'est le coefficient d'amplification dynamique, Q, c'est le coefficient de qualité et R, c'est le coefficient de comportement. Donc, A, Q et R, c'est donné. Il nous reste à déterminer D. D correspond donc à ce graphe-là du RPA, c'est-à-dire la variation de D en fonction de T, en fonction du milieu, donc du site choisi. On a dit le site est ferme, donc c'est S2. Donc, je vais prendre ce site S2 pour déterminer D. D'accord? Donc là, je reviens à mon RPA. Mon sol ferme, c'est S2. Il me donne donc, suivant le RPA, une période T1 0,15 et T2 0,14. Il ne faut pas confondre T1 0,15 et T2 0,14 avec le T1 qu'on a calculé ici. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est recommandation du RPA concernant les premières périodes en fonction du type de sol choisi. Donc, ces valeurs-là vont me permettre de définir la position de D par rapport à la première période fondamentale, grand T, qu'on a calculée. Donc, il faut que ce T soit comparé à T1 et T2 et qu'on essaie donc de le trouver, donc la valeur de D correspondante. Donc là, si je prends, par exemple, les deux directions transversales et longitudinales, par exemple,
le transversal, c'est 0,4413. Le longitudinal, c'est 0,4556. C'est ce qu'on a trouvé dans les deux valeurs de T1, 0,4413 transversal et 0,4556 longitudinal. On remarque que ces deux valeurs sont supérieures à 0,4 et sont inférieures à 3. Ce qui veut dire, je prends beaucoup plus cette équation-là, donc supérieure à T2, 0,4 et inférieure à 3 secondes. Donc, je prends cette équation-là de D. D'accord? Si je prends cette équation-là de D, état est fonction de xi, c'est racine de 7 plus 2 sur xi. Donc, le xi est égal à 5%, et ça me donne donc, pour état est égal à 5%, pour xi est égal à 5%, donc j'ai dit que xi est égal à 5%, ça me donne état est égal à 1. D'accord? Donc là, j'aurai état est égal à 1. T2, c'est 0,4, et je remplace T soit par T1, le transversal, soit par le longitudinal. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas vous casser la tête pour le calcul des périodes propres, le RPA vous donne une possibilité de calculer la première période propre par des formules empiriques. Vous pouvez les utiliser donc sans passer par le calcul des valeurs vecteurs propres ou bien des modes propres et pulsations propres. Et comme ça, donc, vous gagnez du temps. D'accord? Donc, avec maintenant A connu, R connu, Q connu, D connu, je peux calculer ce facteur-là C qui va me donner beaucoup plus par rapport au poids propre, la valeur de V donc à la base. D'accord? Donc là, il suffit de faire des calculs et j'aurai donc un effort tranchant à la base ou bien un effort à la base transversalement de 404,612 kN et longitudinalement 396,093 kN. D'accord? C'est ce chargement-là qu'on va essayer de le répartir verticalement, suivant les hauteurs, et à chaque valeur de la hauteur, on va essayer de la répartir horizontalement, suivant les potifs considérés de l'étage. Donc, c'est ça la tâche qui nous intéresse dans le calcul des RPA. Donc, cette valeur-là qu'on a calculée à la base, on va, je répète, la répartir vers les hauteurs, donc vers les planchers, et chaque valeur qu'on trouve dans les planchers, on va essayer de la répartir horizontalement. D'accord? La répartition verticale donnée par le RPA, donc, c'est cette formule-là, qui est égale à Ft plus somme des Fi, où Ft est une valeur qu'on ajoute pour tenir compte de l'influence des modes supérieurs. D'accord? Elle prend deux valeurs. Si la période propre fondamentale est supérieure à 0,7, Ft sera égal donc à cette valeur-là sans jamais dépasser cette valeur-là. Si maintenant la période fondamentale est inférieure à 0,7, Ft est égal à 0, donc l'influence n'est pas aussi importante. Comme nos deux, que ce soit longitudinal ou transversal, sont inférieurs à 0,7, donc Ft va être égal à 0. Il me reste les Fi, les sommes des Fi. Fi, c'est beaucoup plus. Fi, c'est beaucoup plus. Une répartition par rapport à une pondération des poids, donc par rapport au WH. Et là, donc, à chaque fois, on multiplie le V moins Ft par WH considéré, les étages considérés, sur la somme de tous les WH, c'est-à-dire de tous les étages. D'accord? Donc là, vous aurez un calcul transversal et un calcul longitudinal. Vous avez donc les étages ici, de 3, de 1. Vous avez les W donc, de chaque étage. Les hauteurs, il faut faire attention, donc il faut cumuler les hauteurs, parce que ce n'est pas des distances, mais c'est des hauteurs à partir de la base. Donc le niveau 1, c'est 3, niveau 2, c'est 6 mètres, et niveau 3, c'est 9 mètres. Par la suite, donc, il suffit juste de multiplier ceci. Vous faites la somme de ceci qui est donc ce dénominateur donc, que vous retrouvez ici. D'accord? Et à chaque fois, vous divisez 10 800 sur 27 000, ça donne 0,4. 10 800 sur 25 000, 0,4. 5 400 sur 27 000, ça fait 0,2. Donc là, il suffit de prendre ceci et de le multiplier par V moins FT. D'accord? V, c'est la valeur de l'effort à la base et FT est égal à 0 dans notre cas. Donc, ce qui me donne Fi est égal à réparti sur les trois niveaux, donc 161, 161, 80. Bien sûr, il faut faire là, si vous voulez vérifier, la somme vous donne l'effort V que vous cherchez. Là, on peut cumuler à partir donc de haut en bas pour retrouver ceci. Donc, des fois pour des efforts tranchants. La même chose pour le longitudinal, donc avec un V qui est égal à 396,093. Donc là, si vous voulez, chaque étage a un effort dans le sens longitudinal et un effort dans le sens transversal, c'est-à-dire un Fx et un Fy de chaque étage, donc
si vous voulez, si je prends cet étage-là, donc c'est comme si j'ai un effort comme ça et un effort comme ça, d'une façon générale. Donc ça, c'est au niveau de l'étage. C'est-à-dire, si vous prenez donc en élévation, vous aurez donc ceci, par exemple, ceci, et ceci dans une direction, et dans l'autre direction, la même chose. D'accord? Donc, maintenant, une fois que j'ai réparti sur les étages, je dois prendre chaque effort maintenant et le répartir sur les différents portiques que j'ai donc dans les deux sens, que ce soit longitudinal ou transversal. C'est ça le but de ma prochaine étape. D'accord? C'est ce qu'on appelle la distribution horizontale des forces sismiques. Donc, à partir de l'effort, ceci, je vais donc pour chaque étage le répartir. Maintenant, pour le répartir, il me suffit donc de considérer la rigidité des planchers, en général, la rigidité des éléments verticaux. D'accord? Puisqu'on a supposé que les planchers sont très rigides, dans ce cas, donc, ils nous permettent de distribuer horizontalement par rapport aux rigidités. Maintenant, si, par exemple, tous les portiques sont les mêmes horizontalement, pardon, longitudinalement et les mêmes transversalement, je peux les répartir de façon donc équitable, c'est-à-dire il suffit de diviser par le nombre de portiques que vous avez. Mais si si les portiques ne sont pas de même rigidité, soit longitudinalement, soit transversalement, là, il faut tenir compte de ces rigidités pour la répartition des forces sismiques horizontales. Et donc, là, on rentre dans le calcul des rigidités et on aura besoin donc de ces rigidités, ce qu'on appelle les rigidités relatives, pour pouvoir donc les répartir suivant un niveau. D'accord? Ces rigidités relatives sont aussi nécessaires pour calculer les centres de torsion ou bien les centres de rigidité, quand on va les comparer aux centres de masse pour tenir compte de l'excentricité et tenir compte de la torsion par la suite. Donc, une rigidité, c'est quoi? On a déjà démontré ceci plusieurs fois. C'est un effort. Donc, ici, c'est l'effort tranchant qu'il faut appliquer au niveau K pour avoir un déplacement relatif unitaire. C'est tout. Donc, c'est un effort par unité de déplacement. D'accord? L'effort, donc, RK, c'est TK sur delta K, c'est l'effort tranchant donc à l'étage. Delta K, c'est le déplacement relatif. Pourquoi relatif? Parce qu'on prend la différence de déplacement entre deux étages consécutifs. C'est-à-dire entre l'étage UK et l'étage 1 en bas, on fait la différence de déplacement pour obtenir le déplacement relatif qui nous intéresse dans le calcul de l'effort tranchant. D'accord? Donc cet effort tranchant, si vous voulez, ça va être réparti, comme j'ai dit, et calculé par rapport à la répartition dans le plan. D'accord? Par exemple, si j'ai, suivant le longitudinal, j'avais donc trois portiques C. Donc si je reprends mes portiques, donc j'avais ceci. D'accord? Et là, j'avais 2A et 3B, donc différents. D'accord? Donc là, c'est 1, 2, 3. Les 3 C sont les mêmes. Donc vous voyez que je peux les répéter trois fois. Donc si je veux les répartir dans ce sens, il suffit que je divise la force longitudinale par 3. C'est tout. Et j'obtiens donc les forces. À partir des forces, je calcule les efforts tranchants qui m'intéressent par cumul. D'accord? Par contre, suivant l'autre direction, donc transversale, j'aurai deux portiques A, deux portiques A et trois portiques B. Deux portiques A ont les mêmes rigidités, trois portiques B ont les mêmes rigidités, mais le portique A et le portique B n'ont pas la même rigidité. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai dit, si les cinq portiques ont la même rigidité, donc je peux les diviser par 5 et chacun va prendre un cinquième. Par contre, maintenant, il suffit que je prends ceci tout seul et ceci tout seul pour que je puisse répartir suivant les rigidités relatives de chaque portique. Donc c'est pour ça que ici on a deux portiques A et trois portiques B. Donc on sait que un effort tranchant, c'est le cumul des forces, d'accord? La force, c'est quoi? C'est la matrice de rigidité par le déplacement. Donc, si je suis transversalement, ça va être A et B, d'accord? Si je suis longitudinalement, ça va être le C, d'accord? C'est pour ça que ici, la force en A, c'est KL de A multiplié par le déplacement transversal, et la force en B, c'est la rigidité de B multipliée par le déplacement transversal. Alors que la force en C, c'est le longitudinal que je divise par 3 parce que les rigidités sont les mêmes. D'accord? Donc, bien sûr, si vous faites 2FA plus 3FB, vous allez trouver la force transversale qu'on a déjà calculée. Maintenant, à quoi est égal ces déplacements?
que ce soit longitudinal ou bien transversal, un déplacement, on peut le tirer à partir de cette équation-là dans le sens transversal ou bien dans le sens longitudinal. Quand je dis dans le sens longitudinal, ça veut dire que je vais prendre toutes les matrices, si vous voulez, toutes les matrices de la partie transversale, d'accord, et utiliser donc ceci pour calculer les déplacements par niveau. D'accord? Donc, il suffit d'inverser ceci et vous retrouvez donc les KL, pardon, les UK dans le sens transversal ou bien UK dans le sens longitudinal. D'accord? Donc, ces matrices-là, vous vous rappelez donc qu'on les a obtenues en combinant soit trois matrices de C, soit deux matrices de A et trois matrices de B. C'est-à-dire, ça dépend le sens qu'on utilise. D'accord? Après cela, donc, on trouve ce qu'on appelle les déplacements de chaque niveau dans le sens transversal et le déplacement dans le sens longitudinal de chaque niveau. Maintenant, comment répartir ceci? Donc, il suffit que revenir au F qu'on a déjà défini et on calcule le F en utilisant maintenant chaque matrice élémentaire de chaque portique considérée. A, B et C. D'accord? On les remplace ici et on les multiplie par U transpose, U par transpose par le B et le FK, donc c'est le FEK longitudinal que je divise par 3 parce que j'ai dit c'est la même rigidité des trois portiques. D'accord? On obtient donc ces forces qui sont les forces au niveau donc, des planchers de façon horizontale pour chaque valeur. Donc là, c'est le A, portique A, là, c'est le B et ça, c'est le C. D'accord? Donc là, c'est en newton. On peut les rendre en kilonewton si vous voulez. Avec ces forces-là, maintenant, je peux récapituler. Donc, vous voyez que j'obtiens ces forces-là, donc le A, F1, F2, F3, donc par étage. Je les retrouve ici, donc le A, F1, F2, F3, donc c'est ces forces-là. D'accord, que j'ai calculé pour chaque portique. F, B, F1, F2, F3 et C, F1, F2, F3. Donc, on a fait exprès d'écrire 1, 2, 3, donc du bas vers le haut, c'est pour respecter un peu l'ordre des étages. D'accord. Le l'effort tranchant, c'est quoi? C'est la somme, bien sûr. Vous prenez ceci, donc ça, c'est le premier. Pour calculer l'effort tranchant, donc c'est celui-là plus celui-là, et puis celui-là plus celui-là, vous non celui-là. D'accord. Les déplacements, on les a déjà calculés. Donc, que ce soit les déplacements donc, par niveau, et va donc pour calculer le déplacement delta K, on a dit le déplacement relatif, c'est toujours le déplacement d'en haut moins le déplacement d'en bas, donc l'étage d'en bas. D'accord. Donc, pour le premier, c'est-à-dire le premier niveau 0,0023, c'est 0,023. D'accord? Le deuxième niveau, donc c'est celui-là moins le premier niveau. Et le troisième, delta, c'est le troisième niveau moins le deuxième. Par la suite, donc, vous divisez et vous obtenez les rigidités relatives donc, par portique et par étage. Donc, vous voyez que par portique, j'ai deux portiques A, trois portiques B et trois portiques C et par étage, c'est-à-dire par niveau 1, 2, 3. Avec ces RK, donc ces rigidités RK, on peut maintenant calculer ce qu'on appelle les centres de torsion et on peut aller vers un calcul à la torsion parce que le RPA nous recommande de faire un calcul à la torsion. Même si notre structure est parfaitement symétrique, il nous recommande de prendre une excentricité accidentelle de 5% de la longueur maximale pour qu'on puisse tenir compte de l'effet de torsion. Donc là, on a terminé avec l'effet de la translation. Maintenant, on calcule un effet de la torsion. Et bien sûr, on aura besoin du centre de tension, donc le centre de rigidité. C'est celui-là. Donc, bien sûr, on utilise les rigidités par rapport aux distances pour calculer un centre de rigidité, comme on utilise les masses et les distances pour calculer un centre de masse, parce que j'en ai besoin. Le centre de masse et le centre de rigidité doivent être comparés pour définir une excentricité. D'accord? Donc là, je vous laisse le soin de... Il faut faire attention. Donc, les RJ, donc, c'est les XI, c'est dans ce sens. D'accord? Qui sont multipliés par les RJ. D'accord? Et les YI sont dans ce sens, ou les YI sont dans ce sens, qui sont multipliés donc par ces portiques. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici deux portiques, donc 0,3, celui-là, celui-là, par les X, et 6 plus 9 plus 12, celui-là, celui-là et celui-là. Donc les trois, celui-là sont les mêmes rigidités, donc cette rigidité-là,
Et celui-là, c'est les mêmes rigidités. C'est cette rigidité-là que je mets sur la somme de toutes les rigidités. Ça me donne le X, le Y, la même chose. Donc, j'utilise, ça c'est 0, donc c'est le premier, celui-là. Ça, c'est le deuxième, 6 plus 6. Et ça, c'est plus 12, donc le troisième, avec une même rigidité donc, que j'ai déjà calculé. D'accord? Niveau 3, niveau 2, niveau 1. Et j'aurai donc les trois centres de rigidité au niveau des trois planches. Bien sûr, du point de vue masse, il y a une parfaite symétrie. Du point de vue masse, il y a une parfaite symétrie, ce qui veut dire que le centre de masse est confondu au milieu donc, de notre structure. Donc, je répète, le centre de masse est beaucoup plus proportionnel donc à la masse, à la répartition des masses. Comme les masses sont les mêmes dans toutes les directions, donc j'ai une symétrie parfaite, une double symétrie parfaite. C'est pour ça que le centre de masse se retrouve ici. C'est le centre de masse, donc c'est à peu près c'est pas à peu près, c'est exactement à 6 plus 6. Et je vais le comparer donc avec ces centres de rigidité. D'accord? Donc là, c'est explicatif, c'est juste pour avoir une idée sur les valeurs que j'utilise. D'accord? Parce que j'aurai besoin donc de ces valeurs-là. Ce sont les distances du portique considérées par rapport au centre de rigidité. D'accord? Et puis, que ce soit dans la direction Y ou bien dans la direction X, ces valeurs-là, ça m'intéresse pour calculer donc les efforts. D'accord. Donc, j'ai dit que le RPA préconise une excentricité accidentelle de 5% du maximum de la longueur. D'accord. La longueur, c'est 12 mètres, que ce soit dans la direction X ou dans la direction Y. Donc, 5%, c'est 0,6 mètres. Et je vais comparer donc ces excentricités. Donc là, j'ai une excentricité de 0,6 partout de accidentelle. Je la compare aux excentricités théoriques que j'ai calculées et je prends le maximum des deux. Donc, je retiens ces maximums. Donc EX, c'est celui-là maximum. EY, c'est celui-là maximum. Donc, je vais travailler avec ces offsets. D'accord? J'ai dit que le centre de masse est confondu avec le centre de symétrie du niveau pour avoir donc les différences. Donc, maintenant, pour calculer les efforts dus à la torsion, il me faut calculer la rigidité à la torsion, les moments de torsion et la rotation par torsion par niveau. D'accord? Rigidité de torsion, donc, ce qu'on appelle le JK, c'est la somme de ceci. Donc, c'est carrément les rigidités multipliées par, si vous voulez, c'est des bras de levier. C'est un genre de bras de levier. Donc, c'est la distance DJY et DJX que j'ai déjà définie donc, dans mon schéma là. Vous voyez, j'aurai besoin de ceci. DJY et DJX, ce sont les distances du portique que je considère, donc ce portique-là, que je considère par rapport à le centre de rigidité, que ce soit dans la direction X ou bien dans la direction Y. Je le fais pour tous les portiques dans cette direction ou bien dans cette direction. C'est pour cela que j'aurai besoin donc de DGY avec les RGX et DGX avec les RJY. D'accord? Avec ceci, donc je peux calculer le moment de torsion, un moment de torsion. Tout à l'heure, donc on a calculé un TX et un TY. Maintenant, ces TX et TY sont appliqué sur une excentricité. Donc, le Tx va avoir une excentricité de Y et le Ty va avoir une excentricité de X. Donc, on l'a défini ici. Vous voyez donc ces excentricités. Donc, Tx avec le EY, Ty avec le EX et ça me donne donc ici un moment, ici un moment. Donc, je peux calculer le moment de torsion si vous voulez au niveau considéré. Il me reste donc ce qu'on appelle la rotation. La rotation, c'est quoi? C'est un moment donc sur la rigidité donc à la torsion. Ça me donne donc une rotation. D'accord? Donc, je peux le faire pour un exemple, si vous voulez, le niveau 3. Vous voyez donc le niveau 3, les premiers portiques est situé à DA1 donc de CR, centre de rigidité, et le deuxième est situé à DA2, et le troisième donc est situé à DB1, ça c'est le B. Le quatrième, il est situé à DB2, c'est le deuxième B, et le cinquième, il est situé à DB3, donc, qui est donc le troisième. D'accord. Par contre, dans la direction Y, donc j'aurai celui-là qui est situé donc à DC1, celui-là qui est situé à DC2 qui est 0, pardon, ça c'est 2, d'accord, et celui-là, donc c'est DC3, ici c'est DC3 qui est à 0,6, d'accord. Donc avec ça, donc, je peux calculer le J3 du troisième niveau. Donc c'est la somme de 1 à 3 dans la direction Y et la somme de 1 à 5 dans la direction X. D'accord? Ça me donne RGX, donc c'est RAY,
multiplié par dA1 au carré plus dA2 au carré parce que j'ai 2, plus le RBY, dB1 au carré, dB2 au carré, dB3 au carré. Et enfin, dans l'autre direction, c'est RC, dC1 au carré plus dC2 au carré plus dC3 au carré. Si vous faites donc le changement numérique, vous allez trouver le J3, c'est-à-dire la rigidité à la torsion. Le moment, donc, on a déjà calculé le Tx et Ty tout à fait au début lorsqu'on a fait la répartition sur la verticale. Donc, c'est 158 et 161. Ce sont les efforts tranchants qu'on a calculés tout à fait au début. Si vous voulez, donc, au début, 158, c'est celui-là. Donc, 158 pour le niveau 3 et 161 pour le niveau 3. D'accord? Tout à fait au début. Donc, on les a répartis dans si vous voulez, le vertical, c'est-à-dire les hauteurs. D'accord? Donc, avec les EY et EX correspondants du niveau, on peut calculer le moment de torsion et avec ces deux valeurs, je peux calculer donc la rotation par torsion. D'accord? Ça, c'est le niveau 3. Je le répète pour le niveau 2, je le répète pour le niveau 1 et vous aurez donc, si vous voulez, un récap ici pour les trois niveaux. Donc, vous avez les D du niveau 1, les D du niveau 2, les D du niveau 3. Je répète, A1, A2, B1, B2, P3 sont sur beaucoup plus dx, alors que C1, C2, C3 sont perpendiculaires, donc ils sont sur dy. D'accord? Si vous faites ça, donc, on obtient donc le moment de torsion, la rigidité de torsion et la rotation donc, pour les trois niveaux donc, que je cherche. D'accord? Bien sûr, ces valeurs, j'en ai besoin pour calculer, si vous voulez, quelle est la force sismique provoquée par la torsion. D'accord? Cette force sismique, donc, c'est un effort tranchant supplémentaire qui va s'ajouter dû à la torsion, qui est égal donc au déplacement relatif multiplié par la rigidité donc à la torsion. Ce déplacement supplémentaire dû à la torsion donc est égal à la rotation donc, si vous voulez, par tension que j'ai calculée, plus le bras de levier donc avec son signe. D'accord? Et j'aurai donc un effort tranchant qui est égal à phi dj Rj. Sachant que la force de torsion, donc, c'est une force, bien sûr, c'est une différence d'effort tranchant, donc entre deux niveaux, c'est-à-dire le niveau K et le niveau K plus 1 supérieur, j'essaie d'avoir donc une force entre les deux niveaux. D'accord? Une fois que je calcule ces forces de torsion, je vais rajouter donc à la première force donc, transactionnelle. Le RPA préconise que si cette force de torsion que vous calculez est positive, donc vous l'ajoutez parce qu'il devient un cas défavorable. Maintenant, si c'est négatif, ce n'est pas la peine de l'ajouter pour avoir la force totale. Parce que la force totale, c'est la force due à la translation et la force due à la torsion. D'accord? On ajoute la torsion que si l'effort est positif. D'accord? Vous avez un exemple ici simple, par exemple, l'exemple de portique A, que ce soit niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, je vous laisse le soin de faire le calcul là. Ces valeurs-là, je les ai déjà calculées, donc ce sont les valeurs qui sont ici, donc par niveau. D'accord? Les valeurs ici, ce sont les D, c'est les distances, les bras de levier, et puis ces valeurs-là, ce sont les rigidités que j'ai calculées tout à fait au début, c'est ce qu'on appelle les rigidités relatives. D'accord? Donc, on obtient les forces, les efforts tranchants, si vous voulez, du supplémentaire provoqué par la torsion. Ces efforts tranchants, si je prends donc le troisième niveau, donc le troisième niveau, ça sera le TK, moins le niveau qui est supérieur, il n'existe pas, donc c'est 0, ça va être donc le 7,1. Le troisième niveau, c'est celui-là. D'accord. Le deuxième niveau, ça sera celui-là, donc j'ai dit deuxième niveau moins le troisième niveau. Deuxième niveau moins le troisième niveau. Donc deuxième niveau, c'est celui-là, d'accord, moins le troisième niveau, c'est celui-là, et j'obtiens donc l'effort au niveau 2 dû à la torsion. Par contre, le premier niveau, donc, ça sera le premier effort tranchant moins le deuxième effort tranchant, donc première K est égal à 1 et K plus 1 est égal à 2. Ça me donne donc celui-là, 17,018, moins le deuxième, 13,827. J'obtiens un effort donc de 3,131 km. D'accord? Ce sont les efforts que je cherche via la torsion. D'accord? Et là, donc, il suffit de les ajouter aux efforts translationnels. Donc, j'ai toujours dit, j'ai juste pris un exemple donc, à 1 pour les trois niveaux. On récapitule pour les autres. D'accord? Donc, je vois que mes forces sont positives. Donc, positif, positif, positif.
je les ajoute aux forces translationnelles et j'obtiens donc les forces finales que je cherche par niveau et par portique. D'accord? Donc, je répète ça pour tous les autres portiques et j'obtiens donc un récap, que ce soit pour le niveau 3. Donc, vous voyez, donc, j'ai toutes les données ici et j'obtiens les forces finales ici pour le niveau 3. D'accord? Donc, si vous remarquez ici, vous voyez que, par exemple, B2, B3 et C1 ont des forces de torsion négatives, donc on ne les a pas pris dans la somme. Et on a gardé ceci donc, comme cas défavorable pour que je vais prendre le cas défavorable, si vous voulez, de la force finale. D'accord? À titre donc de vérification, vous pouvez vérifier donc suivant le longitudinal, ceci est égal à 0, et suivant l'autre sens, ceci est égal à 0, donc c'est une vérification. Ce qu'on a fait pour le niveau 3, on le fait pour le niveau 2, la même chose, le même principe. On obtient les forces réparties donc par portique et par hauteur, d'accord? Et puis donc, on aura donc pour le premier niveau la même chose, les forces réparties par portique et par hauteur par niveau. Donc là, à cette étape-là, j'ai des forces translationnelles et des forces torsionnelles pour chaque niveau et pour chaque portique. Donc, finalement, ce sont ces forces-là qui m'intéressent. Donc, que ce soit le niveau 1, le niveau 2, d'accord, ou bien le niveau 3, donc ce sont ces forces-là qui m'intéressent pour les appliquer dans un calcul de structure, d'accord, pour que je puisse donc concevoir mes éléments donc, de structure selon les combinaisons imposées par le RPA. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a fait, on a calculé ce E qui m'intéresse. Donc là, si vous êtes dans une modélisation, par exemple, en élément fini, d'accord, votre E, vous le trouverez à partir de l'application de toutes ces forces que vous avez obtenues, donc l'application des différents FE, d'accord, c'est K final, donc, si vous voulez, troisième étage, donc, ce sont ces cas que vous avez calculés par portique, d'accord, par portique, et par étage. D'accord? Ce sont ces cas-là, c'est-à-dire si je viens là, ce sont ces cas-là donc, qui m'intéressent pour les appliquer dans une résolution par élément fini pour déterminer les feux, c'est-à-dire soit les momophysitions, les photons chauds, ou bien les fonds normales que j'utilise ici pour la sollicitation de deuxième jour ou bien pour la conception et le calcul différentiel des. Voilà, donc je pense que c'est un exemple un peu plus complet concernant l'utilisation des règles parasismiques pour le calcul des sollicitations sismiques par la méthode de statique équivalente. Je vous remercie. Comme j'ai dit, c'est la dernière application concernant la dynamique des structures. J'espère que cette série de 16 applications va être utile pour la compréhension donc, de la série de cours que j'ai déjà définie et que j'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube. Donc, vous aurez donc toutes ces applications disponibles. Vous pouvez l'utiliser de façon free, comme on dit. Donc, et je vous remercie. Donc, j'espère vous retrouver dans une autre série donc, de vidéos. Merci.